Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau du débat de la 3. L'actualité nous obligeant, nous reviendrons en national sur la conférence de cadre du président de la République Bazoum Mohamed, et notamment sur son implication personnelle, que d'aucuns appellent l'implication extrajudiciaire dans la gestion de la situation sécuritaire de notre pays. Et pourquoi cette implication même bénéfique et salutaire pour notre nation reste-t-elle incomprise d'une partie de l'opinion? Nous verrons ce qu'en pensent nos invités et vous-même, parce que vous serez appelés à intervenir dans ce débat. 10 jours aujourd'hui que dure l'invasion russe en Ukraine, et 10 jours que la Russie de Poutine bombarde et tente de s'emparer de la République ukrainienne de Zelensky. Et face aux nationalistes ukrainiens et à la poussée de l'Europe vers l'Est, et Poutine soutient mener une opération spéciale pour non seulement défendre justement la Russie, mais aussi et surtout pour libérer l'Ukraine du nazisme. Une opération spéciale, mais aussi une guerre qui mobilise et interpelle la communauté internationale, qu'il est difficile de présager de son insu. Que pensent justement nos intervenants? Nous allons également le voir. Vous serez appelés, je le disais, à partir de midi justement, à intervenir dans ce débat, et ce serait en appelant au 80 90 07 80 80 90 07 80. Chers invités, bonjour, Monsieur Kassoum. L'actualité, je le dis, et nous oblige à revenir sur cette conférence de cadre du président Bazoum, qui continue à susciter polémique autour justement de son implication dans la gestion de la sécurité de notre pays. Bazoum, qui a dit libérer, faire face à certaines situations justement pour que nous puissions arriver à une situation stable de ce point de vue. Alors, pourquoi une telle décision continue-t-elle justement à susciter de vives polémiques, M. Kassoum? Bismillahirrahmanirrahim. Et M. Joubo, permettez-moi de vous remercier, de vous féliciter aussi, Canal 3, pour toutes ces opportunités que vous donnez aux Nigériens, vraiment de suivre ce débat, sur des échanges et d'intervenir aussi. Merci. Parce que c'est du donnant-donnant et nous nous renforçons mutuellement. C'est interactif. Absolument. Et je préfère effectivement que les plateaux des médias s'organisent que de regarder la rue à travers les réseaux sociaux, occuper l'opinion. Oui, tout à fait. Et là, je pense que vraiment c'est une très bonne chose. Merci. Mais je veux pour revenir sur le sujet. D'abord, moi je pense qu'il faut contextualiser. Oui, Imaginez, allons-y. et ça fait longtemps, je pense que les Nigériens ont perdu l'habitude des conférences de cadre du président de la République. Et ce cadre, une fois recréé, je pense, il donne l'opportunité au chef de l'État de montrer aux citoyens, d'abord, vraiment qu'ils aiment partager certaines préoccupations. Il reste entendu que j'ai suivi certains dérapages, certains de nos collègues, des acteurs, activistes, qui estimaient que c'était un monologue. Mais je pense que un président de la République, il ne vient pas pour échanger publiquement. Un président de la République, tout ce que vous faites entre dans le cadre de conseils qu'on donne au président de la République. Tout le monde est conseillé au chef de l'État. Et il a des voix par lesquelles il peut prendre vos avis, il peut prendre il écoute, il entend. Et même ce que vous ne pouvez pas entendre, vous ne devez pas entendre, lui, il peut l'entendre par d'autres voix. Parce que ça, c'est l'État qui lui donne ses prérogatives et qui le met dans des conditions pour vraiment avoir ce privilège. On pensait que dans ce cadre-ci, le retour justement de l'auditoire était important. Non, mais M. Joubo, un chef de l'État, lorsqu'il vient, c'est que déjà tout a été savamment préparé. Et lorsqu'il dit qu'il veut s'adresser, il s'adresse. Et il peut vous poser des questions. Et ensuite, il dit voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'on suppose que déjà, il y a une situation qu'il veut modifier parce que c'est à lui et à lui seul qu'il revient la responsabilité, effectivement, de prendre certaines choses. Et lorsque, maintenant, donc, du point de vue du contexte, je pense que le chef de l'État a bien fait de convoquer cette conférence des cadres. Et au-delà de la conférence des cadres, ensuite, il faut regarder la pertinence des sujets qu'il avait évoqués. Et les sujets qu'il avait abordés, je pense que nous avons eu la chance d'avoir un chef de l'État
suffisamment averti et qui n'a pas peur d'aller affronter certaines questions. Parce que vous vous rappelez, je peux une fois sur ce plateau, nous avons évoqué la question qui avait fâché les Nigériens. Le fait qu'ils aient appris par la voix du président français Macron que le Niger déjà avait donné son accord. Alors que nous avons évoqué, absolument, nous avons évoqué le coup qui avait été fait par la même France et au feu Omar Bongo lorsqu'il s'est agi du Biafra. C'était le même jeu, tandis que Omar Bongo s'acheminait à Paris pour discuter, alors qu'effectivement, il pouvait bien avoir un couloir de passage des avions biafrais, bien négocié, peut-être qui ne serait pas très mal vu par l'OUA en son temps, mais Omar Bongo atterrissait quand directement RFI a annoncé que Omar Bongo avait déjà donné son accord. Et les avions français étaient déjà partis donc à Libreville pour continuer à acheminer des vivres et des munitions sur le Biafra. Et Bazoum, suffisamment averti, il convoque cette conférence. D'abord, il dit aux Nigériens, effectivement, voilà la question des accords, et que ces accords-là, voilà les circonstances dans lesquelles on peut les faire, voilà comment on devrait les faire, mais moi, je préfère venir vous dire, voilà les en-dessous. Et pendant près de 2 heures, de communication, je ne vois pas pourquoi nous allons juste nous attarder sur juste une question, parce que le chef d'État a dit que j'ai même, dans le cadre de la recherche de la paix, oui, tout à fait, j'ai même eu à faire libérer. Tout à fait. Et lorsqu'il a dit ça, mais c'est que, vous savez, nous avons été à l'école Jubo. Il y a une interférence. Non, Jubo, vous, dans tous les cas, je sais qu'en tant que journaliste et homme de médias, vous avez été à cette conférence. Vous avez les enregistrements. Oui, tout à fait. Et il a dit sous les conseils. D'accord. Sous le conseil des militaires qui l'entourent et de la justice. Ça veut dire que le soldat n'a pas besoin d'aller... Je ne suis pas en train de défendre la communication parce que je n'ai pas de responsabilité pour défendre la communication présidentielle. Il a d'abord demandé des conseils. Par honnêteté intellectuelle, c'est qu'il l'a dit sous ses conseils. Et parce que, c'est-à-dire le citoyen lambda suffisamment est averti de comment un État fonctionne. On sait que le chef de l'État, d'abord, c'est le magistrat suprême. Oui, et c'est le chef suprême des armées. Oui. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est en concertation. Mais nous avons vu le chef de l'État... Mais le système a consacré quand même une séparation de pouvoir. Mais est-ce qu'il a besoin de revenir Est-ce qu'il a besoin de revenir pour dire il a fallu que je demande à la justice de faire ceci, de faire cela. Il a fallu qu'on regarde si celui-là... Mais vous savez, nous étions en guerre depuis 2012. Quand la guerre avait été déclarée. Et quand la guerre avait été déclarée, ça veut dire que le Niger, il y a beaucoup de pans des régions de ce pays-là qui étaient sous l'état d'urgence. Et lorsque nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle, on peut interpeller, on peut perquisitionner. C'est-à-dire que la guerre, elle fait qu'il y a des mécanismes maintenant qui deviennent vraiment des mécanismes extra. Vous voyez, même judiciaires, extrajudiciaires. Et que l'armée, lorsqu'elle... Mais absolument l'état de non-droit. Parce que c'est un état d'exception. Et cette exception-là fait qu'on peut interpeller ou des gens, votre propre frère, impliqué dans une affaire que vous ignorez. Lorsqu'on vient faire la perquisition dans votre valise, on trouve des grenades, on trouve des munitions, on vous embarque. Jusqu'à ce que votre culpabilité vraiment soit établie ou ne soit pas établie. 1 an, 2 ans après, on peut constater pour dire qu'en réalité, Jubo n'a rien à voir. Et maintenant, par rapport au contact, vous savez la question du djihadisme là. C'est vrai aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique. Il y a un autre aspect au-delà, qu'on dise que l'État ou le président de la République s'est mêlé du pouvoir judiciaire. Il y a l'autre côté où les gens pensent que c'est quand même des terroristes, des gens... Non, je ne pense pas, parce que cette affaire, moi personnellement, je la suis de très près parce que je pense que ça doit être la préoccupation de tout citoyen nigérien. Et je la suivais, et je suivais son évolution au Nigeria. Quand le président Buhari avait rencontré tous les chefs traditionnels, il avait rencontré les opérateurs économiques, il avait rencontré la hiérarchie militaire et des renseignements. Buhari avait évoqué un certain nombre de questions, et y compris des connexions qu'il a pu faire avec des gens qui sont liés ou reliés à des réseaux qui alimentent le terrorisme. Mais on a vu que beaucoup ont été déconnectés et certains ont pu maintenant, eux, entendre raison pour dire aux autres de renoncer. Et on a vu la reddition des milliers et des milliers de Nigériens qui ont fini par déposer des armes. Parce que d'autres
Ils sont manipulés pour d'autres raisons, mais d'autres aussi, on les embarque par des sentiments. Sans qu'ils ne comprennent ce qui se passe. Absolument. Mais lorsqu'on vient, vous avez vu comment on a monté la rébellion Touareg chez nous? Il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec la rébellion, mais on a interpellé leurs parents, on les a butés, mais finalement, on les a poussés dans la rébellion sans qu'ils aient... Tout à fait. Absolument. Ils sont partis prendre les armes pour des sentiments, alors qu'il suffisait seulement de faire entendre raison pour qu'ils puissent y renoncer. Donc moi, je pense que je ne dis pas qu'il faut continuer comme cela. C'est la fin qui doit justifier les moyens. Absolument. Et aujourd'hui, c'est que nous demandons, les voies par lesquelles le président de la République et même tous les citoyens peuvent apporter la paix, je pense qu'il faut essayer de les emprunter. Maintenant, il reste entendu que vraiment, nous sommes dans un régime démocratique. Je ne dis pas qu'il faut que le président Bazoum ou tout son système continue à faire des passe-droits, continue à piétiner la justice. Il faut bien qu'on sente une certaine séparation de pouvoir, parce que lorsque quelqu'un est impliqué réellement dans des crimes, même si le président de la République a le droit de grâce, et j'ai vu quelqu'un l'évoquer sur vos médias, lorsque les gens ont été graciés, les gens ont quitté au niveau des prisons de Kout-Kalé et autres, mais on a voulu le réinsérer à Difa. Et nous avons vu les interviews. Les gens ont dit à tous ceux qui faisaient la promotion de la paix, ils ont dit, Wallah, nous, on a pardonné. Mais ces gens ne pourront pas vivre ici avec nous. Amenez-les avec vous à Niamey ou à Tawa ou quelque part. Mais ici, là, ils sont connus, ils ont égorgé les parents des gens. Voilà, si vous les laissez, il y aura des règlements de compte. Donc, vous voyez, effectivement, et ce travail, je pense que nous ne sommes pas les premiers. Nous avons même vu des questions génocidaires au Rwanda, on a vu au Burundi, les gens ont trouvé des solutions. C'est des questions de société, au-delà de tout. Mais la seule chose que moi, je vais toujours m'empêcher, et ça fait longtemps, je dis qu'aucun citoyen ne peut justifier d'avoir pris des armes contre son pays parce qu'il est au chômage, parce qu'il a faim, parce que nos grands-parents ont été plus misérables que nous. Ils n'ont jamais volé, ils n'ont jamais tué, ils n'ont jamais été des criminels. Donc moi, on ne peut pas me justifier que quelqu'un, c'est parce qu'il a faim pour le justifier. Non, je pense qu'il y a une justice, elle doit s'appliquer pour tout le monde. Maintenant, les questions de développement ou de la sûreté, de la sécurité de l'État, il y a ceux aussi qui sont partis chercher le suffrage des citoyens. Ils ont été élus pour faire valoir cela, pour nous garantir tout ceci. S'ils ne le font pas, nous avons aussi d'autres armes pour les sanctionner. Et je pense que c'est à ce niveau que, à ce deuxième niveau, nous allons évaluer. Mais moi, je pense que vraiment, si ce n'est que par rapport... Pour vous, vous pensez que si ce n'est que par rapport à ça, le président serait... Sur 2 heures de monologue, sur 2 heures de monologue, parce que c'est le chef d'État qui parlait, si on ne trouvait que juste par rapport à cette partie, et que moi j'ai bien suivi, où il a bien réencadré, je pense que nous pouvons vraiment évoluer pour regarder d'autres aspects de cette conférence, et de ce que, effectivement, aujourd'hui devrait être notre préoccupation, c'est-à-dire comment aujourd'hui, nous pouvons faire en sorte que la question de redéploiement qui était au cœur, effectivement, de la conférence, le sujet qui nous préoccupe, ce n'est pas vraiment que le chef de l'État a fait ceci, même si on vérifie, l'armée ne va jamais vous dire qu'elle n'a pas donné des conseils, elle n'a pas fait des rapports, la justice ne va jamais vous dire qu'elle a fait ceci ou qu'elle n'a pas fait cela. Ce n'est pas le président qui a envoyé quelqu'un pour sortir X, Y. C'est toujours une question d'État. Mais absolument, mais la question essentielle aujourd'hui, c'est la question du redéploiement. Voilà, le redéploiement là. De Barkhane, Takuba et tout ce qui reste. Même la MINUSMA qui est là-bas au Mali, si ils doivent venir pour renforcer déjà le dispositif qui existe, comment ça sera coordonné? Et qu'est-ce qu'ils vont nous apporter encore en sus de ce que nous avons comme plus-value pour que nous puissions accélérer aujourd'hui la question de vraiment la lutte contre le terrorisme sur notre territoire. Merci. Merci, M. Kassoum, M. Abbas. Cette question, en tout cas, elle fait débat. Elle continue vraiment à faire son bon nombre de chemins, beaucoup de commentaires. Les gens se demandent, est-ce que finalement le président, en le faisant, lui qui pense le faire au nom du pays, au nom de la nation pour la paix, est-ce qu'il ne se mêlerait pas justement de l'affaire judiciaire? C'est tout cela. Oui, absolument. Il y a quand même un risque de glissement sur le terrain judiciaire, mais moi, je considère qu'il devait faire une telle sortie. Et moi, j'aurais préféré que le président même se taise, quoi, carrément, parce que c'est une piètre sortie qu'il a faite. Ah bon? Grand frère parlait du monologue. Moi, je pense qu'un leader, quand il est sorti, nous sommes en situation de crise. Et c'est certainement pour recueillir
les opinions aussi diverses qui variaient de tous les cadres qu'il a rassemblés. Et certainement, ces opinions à lui et son staff ne lui permettent pas, bien sûr, de traquer toute la panoplie de la situation qu'on a à gérer, des situations qu'on a à gérer. En fait, et donc, c'est pourquoi, en principe, quand on organise ce genre de cadres, c'est pour avoir des opinions diverses. Et puis, on essaie de trier les meilleures idées. Et là, il est venu avec ses propres idées qu'il a voulu partager avec les gens pendant 2 heures de temps. J'ai trouvé que c'était inutile. Et il pourrait le faire autrement. Il y a aussi le côté information. Il pourrait le faire autrement. Il pourrait le faire. Donner de l'information. Oui, mais il n'a pas besoin de ça parce que là, il peut s'adresser directement à la nation. C'est un message à la nation. C'est un message à la nation, comme il a l'habitude de faire. Mais une conférence, quand il invite les cadres, en principe, c'est pour aussi écouter les cadres. C'est pour les entendre, les écouter concrètement par rapport aux préoccupations nationales. La question du redéploiement. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est ça aussi la question. Il a rencontré les acteurs de la société civile par 2 fois où il les a donné l'opportunité de s'exprimer et de prendre en compte, entre griffes, leurs préoccupations. Il dit avoir pris leurs préoccupations. Je pense que c'est la même démarche qui devrait être observée avec les cadres. Malheureusement, on a observé un monologue où le président lui seul s'adressait aux cadres parce qu'il a préparé déjà ce qu'il voulait dire aux cadres. Point barre. Et le deuxième aspect... Les cadres ont aussi réagi d'une manière ou d'une autre. Oui, mais comment en fait, quand déjà on les... Mais en fait, c'est ça aussi. C'est ça la question. Parce qu'on a vu beaucoup étaient déçus. Surtout après la conférence, il y en a qui ont accordé des interviews et ils disaient être déçus parce que ce n'est pas ça qu'ils attendaient du président de la République. Et moi, il y a 2 aspects qui m'ont particulièrement choqué de sa communication. Le premier aspect, c'est le redéploiement des forces militaires étrangères. Et ça veut dire que par moment, pendant 10 ans, tous les redéploiements des bases militaires étrangères qui étaient faits au Niger, c'était en violation flagrante de la Constitution que nous avons toujours dénoncé. Quand il s'agit d'avoir... Est-ce que ça a été tout le temps redéploiement? C'est ça la question aussi. Dès qu'il y a envoi de troupes militaires étrangères dans un territoire, sur un territoire, il faut nécessairement une procédure légale. Et au Niger, c'est la Constitution qui le dit. Où on envoie des troupes, où on reçoit des troupes, il faut qu'on passe nécessairement par devant l'Assemblée nationale. Même si des gens... Quand il va s'agir exactement de quelle forme d'accord de partenariat ou bien de écoutez, quand il s'agit de troupes militaires étrangères, quand il s'agit de présence de troupes militaires étrangères, les gens de manière frelatée, ils le disent, mais c'est pas comme ça. Il y a des accords en forme simple, il y a des accords en forme solennelle. Et il appartient au président de la République, pas un ministre des Affaires étrangères ou de la Défense, d'engager directement des pays. Et même pour le cas des accords où nécessairement le président de la République est parti, il faut qu'après, il revienne saisir l'Assemblée nationale pour demander à l'Assemblée nationale ce qu'elle pense par rapport à ça. En fait, tout est organisé. Mais comme les gens ne respectent que dans le peuple nigérien, les gens font ce qu'ils veulent faire, quoi. Quand on prend par exemple le cas des militaires italiens, mais comment ils sont venus au Niger? Il paraît que c'est à la suite, simplement, nous ne sommes pas sûrs. Alors, il paraît, c'est important de diluer ça, qu'à la suite d'une rencontre, celui qui est intéressé peut s'en saisir. Oui, et que c'est à la suite d'un déplacement d'un ministre de la Défense que voilà, les Italiens débarquent au Niger. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est logique ça? Un ministre de la Défense, ce n'est pas aussi un ministre de la Défense ou un ministre des Affaires étrangères qui est un délégué ordinaire du président de la République qui peut par moment, conformément à certaines dispositions de la Constitution et des accords, engager l'État par rapport à certaines questions. Mais un ministre de la Défense qui prend les risques de signer des accords de défense ou de coopération, je ne sais pas, avec une autre république et on voit des militaires débarquer. Par moment, il y a même eu des contestations, grand frère peut le confirmer. C'est des ministres de la République pourtant. Oui, quand même, c'est pas comme ça, c'est organisé. Une république, elle n'est pas bananière. Elle n'est pas bananière. Donc, le deuxième aspect, c'est par rapport à la libération des terroristes. Le président dit personnellement, parce qu'il a besoin de la... Apparemment, on a mal compris Machiavel, parce que ce n'est pas toute fin qui est souhaitée. Même si on veut la paix,
mais on ne veut pas faire la paix de cette façon-là. Je pense que c'est organisé. Par exemple, le président dit au nom de la paix, il a fait libérer des terroristes. Mais au nom de cette paix-là, il y a des gens, c'est des prisonniers d'opinion, c'est des politiciens, des acteurs de la société civile qui n'ont pas pris des armes, qui croupissent en prison plus d'1 année. Ils n'ont jamais pris des armes. C'est du fait de leur opinion, mais on peut les libérer au nom de la paix. Je trouve que c'est extrêmement scandaleux quand un président de la République rassemble des cadres de l'État pour le dire au nom de la paix, j'ai fait libérer des prisonniers, au détriment du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Je ne suis pas sûr. Et si toute la procédure a été respectée pour en arriver là, de la manière dont on a suivi le président de la République, à l'aise en train d'expliquer comment est-ce qu'il s'est introduit pour trouver la libération de ces gens-là. Il y a un problème. On a un ministre là, et on a un pouvoir judiciaire, et quand il y a un problème de ce genre, soit le prévenu lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à sa place, ou il a un conseil, ou lui-même peut le faire, mais ce n'est pas un chef de l'État qui va demander à leur place de prévenir ou de conseiller de prévenir la libération des terroristes. C'est extrêmement important. Grand frère disait qu'il y a des gens qui étaient libérés et maintenant leur communauté ne peut pas les accepter. C'est vrai. Moi je travaille sur... on a un réseau sur le truc de Boko Haram, la réinsertion des ex-combattants, des ex-associés de Boko Haram. Il y a un problème d'acceptation. Aujourd'hui, la communauté n'est pas prête à accepter ces gens-là qui, on sait, ils ont commis des actes de terrorisme par moment, ils ont tué, ils ont égorgé. Il faut un travail de fond. Nous avons salué par le moment le travail assez remarquable du président de la République quand il était ministre de l'Intérieur, avec le programme de repentir de Boko Haram. On peut s'inscrire dans cette logique-là et voir comment répliquer ça au niveau de la région de Tillabéri, par exemple, où on a déjà aussi, déjà quand ils ont commencé à travers la rencontre qu'ils ont eue avec la société civile, dit déjà comme si on a des Nigériens qui sont dans le terrorisme. Donc si on a ça en dehors de lac Tchad, à Tillabéri, on peut répliquer l'expérience de la réinsertion des ex-associés au niveau de Tillabéri, voir comment on peut provoquer la déradicalisation. Et en quoi consiste-t-elle, justement, cette brièvement Mais comment est-ce que ça a été fait à Difa? C'est aussi ça la question. Justement, je pense que aussi à Tillabéri, c'est amorcé. Je crois ils ont... lorsqu'il a effectué la visite sur Anzourou, je crois il y a un dispositif avec les leaders communautaires, comment est-ce qu'il faut déradicaliser les jeunes déjà qui se sont radicalisés. Mais il faut qu'il y ait un cadre légal qui définit strictement comment est-ce qu'on peut faire ça. Comme à Difa par exemple, si on peut prendre un arrêté, un décret pour organiser un truc dans ce sens, je pense que c'est comme ça, il faut faire ça, que de s'impliquer lui-même président, être juge, être victime, être avocat de la victime et puis demander la libération d'un terroriste, alors qu'on peut demander la libération des acteurs de la société civile ou des politiciens qui peuvent être des bons acteurs lorsqu'il s'agit de ramener la paix au Niger. Moi, je considère que ce qu'il a fait, et si c'est avec les conseils de ces militaires, ils sont en erreur. Il fallait laisser la justice faire son travail. Nous sommes... un pays, même si le principe de la séparation des pouvoirs, c'est théorique, c'est pas dans les faits, et voilà, mais quand même, vous en conviendrez certainement avec moi, qu'il y a des offices qui ne peuvent pas ne pas être faits de manière discrète. Oui, mais je ne disconviens pas, mais quand on les fait, il y a des choses qui relèvent du sceau du secret de l'État. Oui, ça ne se déverse pas sur les plateaux comme ça, on l'a fait, oui, c'est bon, on s'était... Mais en fait, il y a des choses qui frustrent l'opinion, quoi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont vu que le président, il a dit, voilà, il a libéré les autres. C'est juste l'opinion qu'il faudrait voir, en fait, la réaction de l'opinion. Quand il a créé le cadre, la rencontre mais c'est pour l'opinion. C'est une façon de manipuler l'opinion publique nationale. C'était pourquoi il a rassemblé tous les cadres de la République. Moi, j'ai cru que c'était même simplement des cadres publics, mais à la limite,
quand après j'ai constaté que c'était tous les cas de la République. Donc c'était une façon de manipuler l'opinion publique nationale. Donc je trouve que le président, et la logique voudrait que s'il allait le faire, et que ce n'est pas lui qui allait le faire, qu'on respecte le principe de la séparation des pouvoirs, que quelqu'un le fasse, que les victimes elles-mêmes, disons, saisissent le juge d'instruction pour des demandes de limite à liberté, de liberté provisoire, étant donné que c'est déjà peut-être une situation qui est là en train d'être prise en charge au plus haut niveau. Bon, voilà, ça peut être accepté comme ça. Au moins, on a maquillé un peu la remise en cause du principe de la séparation des pouvoirs. Mais tel que le président s'est ingéré dans cette question-là, moi, j'ai dit tout simplement qu'il aurait dit même se taire, que la conférence des cadres ne devrait même pas avoir raison. En réalité, c'était un non-sens. Et dire qu'on s'est ingéré pour libérer des terroristes, qu'on va amener les militaires étrangers chez nous parce que nous avons besoin d'eux. Mais je trouve que c'est manqué. Vraiment, il a manqué l'opportunité en fait de saisir l'opportunité. Merci monsieur Abbas. Nous allons passer, sauf si en une minute vous voulez revenir réagir. Oui, effectivement, dans tous les cas, vous voyez bien qu'avec mon frère Abbas, en tout cas, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Parce que l'appréciation que Abbas est en train de faire, d'abord, vous voyez, il parlait des accords. Mais il faut rappeler, ces mêmes accords-là, qui était le premier à valider les accords de coopération pour l'arrivée des premiers contingents des forces d'abord françaises ici sur le territoire? C'était, quand vous lisez le livre de Abbas Siddiq sur les 12 affaires de la junte militaire au pouvoir, mais en ce moment, je pense que c'était le règne de la société civile, des médias, de l'opposition, de tout le monde. On était en plein scène, c'était en pleine transition. Et en pleine transition, donc c'était vraiment le jeu démocratique le plus parfait qu'on puisse trouver. Parce que là, absolument, on peut tout dire et tout le monde était là, on révisait la Constitution. Mais parce que tout simplement, ça avait été accordé, mais pourquoi en ce moment, personne n'a dit que c'était un problème? Sinon, avant l'avènement du CCRG pour autoriser. Il a autorisé, est-ce qu'on est passé même au CSN pour passer la question? Non, juste, il y avait quelques militaires qui s'étaient juste un peu opposés pour dire que le dispositif tel qu'on voulait le placer au Niger, ça allait mettre mal à l'aise notre armée. Mais vous avez vu, ils ont coupé en prison jusqu'à la fin de la transition. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Et puis, par rapport maintenant à ces accords-là, effectivement, Abbas, les textes ils sont clairs. On n'a pas besoin de passer à l'Assemblée, mais les accords de défense, il suffit de les regarder tels qu'ils se font et tels qu'ils sont écrits, comme la question de l'OTAN et de l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est en pleine guerre que l'OTAN dit que non, il faut des accords de défense pour intégrer l'OTAN. Alors que pour intégrer l'OTAN, là, il faut des accords de défense. Et s'il y a un accord de défense qu'il faut faire, ça veut dire que si vous touchez l'autre pays automatiquement réagit, il est en guerre. Donc aujourd'hui, cette coopération-là, malheureusement peut-être à base de ces textes, il faut les revoir si nous voulons. Si ça nous met mal à l'aise, il faut revoir. Mais les textes, ils sont tels que, c'est-à-dire leur esprit, ils autorisent n'importe qui, un ministre de la coopération, un ministre de la défense, même les spécialistes nous ont dit que même un cadre de l'administration peut se retrouver quelque part, il peut engager la responsabilité par rapport à la coopération militaire ou autre, tout ça là. Donc maintenant, ce faisant maintenant par rapport à l'autre aspect, je pense que les prisonniers, parce qu'Abbas a effleuré quelque chose et plusieurs fois, moi je pense que les acteurs de la société civile doivent prendre leurs responsabilités. On fait un parallèle. La recherche de la paix, pourquoi effectivement, on fait le parallèle, mais sans pour autant que tous ces acteurs de la société civile engagent aussi leurs responsabilités, c'est-à-dire à dire que leurs camarades qui sont aujourd'hui mis aux arrêts pour les raisons que l'État a évoquées, à tort ou à raison, que eux aussi ils en font leur pour pouvoir vraiment déculpabiliser les camarades qui sont là-bas. Moi, j'ai été arrêté en 2005 avec nous, Arzika Tchangari, et Moussafa Kadi et Morou, l'ancien ministre. Nous avons été arrêtés par rapport au mouvement de la lutte contre la vie chère. Nous n'avons fait que coordonner le mouvement. Mais vous savez, les greffes qui ont été portées contre nous, c'était sous le régime de Tanja. Mais on a dit que nous voulons renverser un régime démocratiquement élu. Voilà.
Mais qu'est-ce que la société civile a fait? Tous nos militants, les enseignants en tête partout dans ce pays-là, et même à l'international de l'éducation, ils ont écrit partout que nous étions des prisonniers politiques, que les autres ne tenaient pas, que voilà la raison. Et ici, les gens se sont engagés dans toutes les régions, dans les communes, à faire le combat. Il y a donc un problème de responsabilité. Le chef de l'État a rencontré combien de fois les acteurs de la société civile? Est-ce que Djibo, vous qui êtes les journalistes, vous avez suivi les acteurs de la société civile venir dire au chef de l'État, voilà les raisons, et que ce qui a été retenu contre un tel, qui sont tous nos amis, qui sont nos camarades? Abbas, pourquoi les gens ne peuvent pas élever la voix pour dire qu'il en faut une préoccupation? Mais lorsque le président, qui est le seul garant et qui gère cette affaire de sécurité, est une affaire qu'on ne peut pas gérer dans les marchés ou autres, cette affaire de sécurité, tout le monde sait que c'est une affaire qui relève du monde des spécialistes. Aujourd'hui, souvent, nous outrepassons même nos trucs pour parler, alors que aujourd'hui, même les chefs dans la hiérarchie de l'armée ne peuvent pas venir aujourd'hui publiquement vous dire ce qui est en train de se passer. On a vu ce qui s'est passé à Boultongour. On a vu comment on a géré le MNJ. On a vu comment Barré est venu pour ramener la paix après la rébellion de 93. On a vu comment tout ça. Donc moi je pense qu'il faut laisser ceux qui ont certaines responsabilités les gérer. Maintenant, nous les nôtres, il ne faut pas faire de faux fuyants. Si la société civile aujourd'hui pense que nos camarades qui sont là-bas, arrêtés là, c'est injustement qu'ils sont arrêtés. Il faut que le débat revienne parce qu'on leur reproche quoi? Qu'ils ont des implications dans des tentatives de coup d'État. Il y a des militaires qui sont arrêtés, il y a des policiers qui sont arrêtés, nous avons même des parents dedans. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens ne peuvent pas prendre leur courage? Mais on vient, on le fait dans le dos. Si on fait, il n'y a pas de parallèle à faire. Merci. Nous revendiquons. Merci. 2 minutes pour réagir. Merci beaucoup. Très rapidement, dans toutes nos déclarations que nous faisons, on a toujours exigé la libération des prisonniers politiques. Ça, au moins, c'est important. Par rapport aux raisons. Et même aux rencontres qu'on a eues avec le président, on lui a toujours rappelé qu'il y a des gens qui, spécialement le camarade Anas, qui est notre camarade. Qui sont injustement. Oui, injustement. Nous considérons qu'ils sont injustement arrêtés. Et très rapidement par rapport à la question de la défense, je pense qu'il y a deux accords. Il y a les accords de coopération ou des accords bilatéraux. Ça, c'est entre d'État à État. Et ça, il faut que ça passe par Assemblée. Et les accords de défense dont vous faites cas, par rapport à la question des bases militaires étrangères au Niger, ils ne viennent pas au Niger sous la bannière d'une organisation. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là on parle de sécurité collective, du système de sécurité collective. Ils ne viennent pas ici au Niger combattre sous la bannière d'une organisation comme OTAN. Par exemple, l'OTAN, c'est une organisation, c'est un système de sécurité collective. Et l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Par exemple, si l'Ukraine est membre de l'OTAN, et par exemple, la Russie, quand elle agresse l'OTAN, si l'Ukraine ne peut pas faire face à l'agression, c'est tous les membres de l'OTAN qui vont répondre à l'agression russe. Et là, on parle de la légitime défense dans ce cadre-là. Et Barkhane ou Takuba ne sont pas des organisations internationales. Ce sont des noms des missions, tout simplement. Et imaginez qu'à l'issue de leur opération au Niger, qu'il y ait ce qu'on appelle crime de guerre. Qui va assumer ça? Qui va assumer ça? Est-ce que c'est l'État du Niger qui va assumer ça? Ou c'est Barkhane ou c'est Takuba? Mais quel qu'en soit, il n'appartient à aucune organisation. C'est ça. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Quand on parle de questions de défense, là, on n'est pas agressé. Si nous sommes agressés, si nous sommes agressés, par exemple, si nous sommes agressés, c'est ça l'indélicatesse de nos chefs d'État. Si nous sommes agressés, nous appartenons à des organisations sous-régionales. Et à la CEDEAO, au niveau de la CEDEAO, on a un mécanisme de réaction face à la défense, face à l'agression. Au niveau de l'Union africaine, on a un mécanisme, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ce sont ces structures-là, en principe, qui doivent prendre fait et cause lorsqu'un État membre de l'organisation est agressé pour répondre à l'agression. Et non Takuba ou Barkhane, qui ne sont pas des organisations, qui ne peuvent répondre d'aucune charge devant un tribunal pénal international. C'est ça la question. Il faut qu'on soit assez clair. Ce n'est pas des organisations internationales. Ce ne sont pas des organisations qui, dont leur mission est de protéger, ce n'est pas l'OTAN, ce n'est pas UA, ce n'est pas Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est important. Mais c'est les pays. Mais c'est des pays individuellement, oui. C'est des pays individuellement. En cas de crime, qui va assumer ça? Mais c'est ça. Qui va assumer ça? Qui avait rappelé ces militaires qui ont commis quelques viols dans la région de Terra. Et pour le Tchad, ils se sont...
Et là aussi, il y a le G5 Sahel. Le G5 Sahel, c'est une organisation. Au moins là, on est d'accord que le G5 Sahel, c'est une organisation de ces pays du Sahel-là. S'il y a un problème, il appartient à l'organisation, par exemple, d'assumer ça. C'est le G5 Sahel même qui a fait rappeler les contingents tchadiens, les militaires tchadiens indélicats. C'est le comment on appelle ça, le QG du G5 Sahel qui a fait rappeler ça. Ce n'est pas l'État tchadien. Ils sont sous la bannière du G5 Sahel. Donc c'est ça. Ici, ils vont venir au Niger. Chaque pays, c'est pourquoi il faut être extrêmement important et vigilant. Chaque pays européen au Niger qui débarque au Niger, ce n'est pas pour protéger les intérêts nigériens ou du Sahel, c'est pour protéger ses propres intérêts. Et l'Italie qui est venue en dernière position au Niger, vous savez que le président nigérien, l'ancien président, il a accédé au fonds fiduciaire d'urgence européen. Et c'est pour cela que l'Italie est ici au Niger. Ce n'est pas pour la sécurité des Nigériens. Tout le monde est au Niger. Parce qu'en géopolitique, on dit que le Niger, c'est un verrou stratégique pour toutes les puissances occidentales qui veulent contrôler le Sahel. Et tous ceux qui sont ici, ils quittent le Mali, mais pas pour quitter le Mali. On revient au Niger. Le Niger, c'est une zone pivot. À partir du Niger, on va contrôler tous les Sahel, y compris le Mali. Merci. Moi, je trouve qu'on a intérêt à être vigilant par rapport à ce qu'on est en train de faire. On va passer, on va peut-être revenir parce qu'à partir de midi, on doit pouvoir laisser par rapport à ça, si vous amenez ce sujet, moi, je suis entièrement d'accord que quelqu'un ne peut pas quitter tous ces océans-là et venir pour défendre la guerre. Voilà. Alors, ça fait M. Kassoum, 10 jours aujourd'hui que le monde entier regarde ce qui se passe en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, cette invasion de la Russie en Ukraine, ça fait 10 jours que la Russie, en tout cas, bombarde et tente de s'emparer justement de la République ukrainienne. Poutine dit qu'il a affaire, en fait, s'agissant des gouvernants dans cette République-là, qu'il a affaire à des nazis, qu'il a affaire justement, à des nationalistes, que l'Ukraine en fait n'est qu'un instrument de l'Union européenne, de l'OTAN qui voudrait éventuellement s'installer aux frontières de sa Russie, et donc il craint pour sa sécurité. Et voilà les raisons pour lesquelles il est en guerre aujourd'hui contre l'Ukraine. On a plus d'1,2 million Ukrainiens qui ont fui le pays aujourd'hui. L'Europe se débat pour les accueillir aujourd'hui. Nous-mêmes, les Africains qui sont en Ukraine, les étudiants ne sont pas épargnés aujourd'hui. On s'interroge sur l'issue justement de ce conflit, de cette guerre, cette opération spéciale pour Poutine. Oui. Monsieur Djibo, moi je pense que, en tout cas ceux qui nous suivent, tellement les choses ont été dites dans les réseaux sociaux, les gens ont suivi les télévisions, nous n'avons rien à apprendre aux gens par rapport à cette situation de l'invasion ou d'opération militaire, parce que le débat se trouve à ce niveau, où c'est l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, ou encore c'est une opération militaire russe en Ukraine. Ça, c'est un débat qui les regarde. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui par rapport à cette question, c'est que nous avons vu des failles et qui peuvent être une opportunité pour les nations africaines pour se ressaisir par rapport à la politique internationale. Et quelle est cette faille-là? La faille, c'est que imaginez aujourd'hui que l'Ukraine, que tout le monde est d'accord, elle ne fait pas partie de l'OTAN. Et que l'Ukraine, alors, il y avait la Russie qui avait mis en garde la démilitarisation de l'Ukraine et que l'OTAN arrête de venir mettre son arsenal militaire à ses portes. Comme il a été fait donc à Cuba, lorsque le président américain s'était insurgé contre l'implantation des missiles balistiques au niveau de Cuba par la Russie. Et la Russie s'était effectivement exécutée. Maintenant que les gens sont venus en Ukraine pour le faire, Poutine, pendant près de 8 ans, on suivait l'actualité. Et aujourd'hui, nous avons vu les mêmes forces de l'OTAN. Ce que nous ont raconté par rapport à la guerre de l'Irak. Et c'est avec le recul, quand en tant que Nigérien, je pense à tous nos frères qui ont été envoyés en tant que contingent pour aller faire la guerre de l'Irak. Et qu'après avoir détruit jusqu'à la dernière brique de l'Irak,
le président Bush vient dire qu'ils se sont trompés. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive tout à fait en Irak, oui. Nous avons vu comment OTAN est parti en Libye pour nous apporter aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de vivre, G5 Sahel, la situation d'insécurité ici. Ça, c'est la Libye qui a été détruite. Oui, tout à fait. Malgré que le président Issoufou même avait attiré l'attention en son temps. Il était fraîchement arrivé au pouvoir, il avait attiré l'attention. Mais personne ne pouvait l'écouter. Personne ne pouvait écouter l'Afrique. On a vu l'Afrique avait croisé les bras. On a détruit la Libye et on a sémé ce qu'on a sémé avec les armes distribuées à tour de bras et même larguées par hélicoptère et par avion. Et aujourd'hui, on nous a créé toute la situation ici, dans le Sahel. Et maintenant, nous avons vu comment en Syrie, aussi l'OTAN est partie sous le fallacieux prétexte de combattre le terrorisme international, alors qu'on a vu qu'en réalité, c'était le président syrien qui combattait l'implantation d'un État dit islamique par des gens qui ne connaissent rien de l'islam. Après quelques années, après l'échec de cette guerre, on a vu comment l'OTAN est venu négocier la Syrie pour pouvoir récupérer leurs enfants qu'ils ont envoyés pour faire la guerre en Syrie. Alors qu'on nous a parlé d'abord d'un mouvement de la société civile en Syrie. Ensuite, les médias occidentaux, même certainement nos médias nigériens, parce que nous sommes des relais, on a dit qu'ensuite c'était une opposition. Ensuite, on parle des rebelles. Et ensuite, des rebelles avec des tanks, des avions. Heureusement, la Syrie a pu gagner sa guerre. Nous avons vu aussi comment en Afghanistan, l'OTAN est partie. Donc, bref, vraiment, tous ces les faits sont nombreux. Les faits de l'OTAN sont nombreux. Maintenant, la question, d'une opportunité qui pourrait être saisie par l'Afrique. Quelle est cette opportunité? Vous avez vu la mobilisation qui a été faite au niveau des Nations Unies. On est venu, moi je suis d'accord, par respect des principes du droit international. Moi, j'étais content quand le Niger lui-même, nous avons vu, en tout cas dans les réseaux sociaux, on a balancé que le représentant du Niger à l'ONU lui-même, il a condamné. Parce que quand un peuple est là, quel que soit par ailleurs, on dit que quelqu'un est venu de son pays pour lancer une bombe, pour l'envahir, ça, il faut condamner par principe. Mais le fond des débats, lui, il est autre. Les Africains, aujourd'hui, certes, nous faisons partie de la majorité des pays qui ont voté contre cette invasion, contre cette opération militaire. Moi, je ne prends pas parti par rapport au terme ou au mot. Oui, tout à fait. Mais il reste que le président Macky Sall, qui a des responsabilités au niveau de l'Union africaine, il hausse le ton sur la maltraitance qui est faite aux Africains par rapport à ceux qui veulent sortir de l'Ukraine. Comme si on veut maquiller les mots racisme, donc fait à l'encontre des Africains. Mais en réalité, moi, je pense que aujourd'hui, l'Union africaine ne devrait pas s'arrêter juste à la question de maltraitance. Tous les blocs sont en train de regarder quel pouvait être aujourd'hui le véritable débat pour que notre ONU, là, où elle change, ou carrément elle va connaître le sort de la SADN, c'est-à-dire la Société des Nations, tout à fait, après la Première Guerre mondiale. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que l'ONU reste muette lorsque les faibles sont attaqués. Imaginez l'hécatombe que nous avons connu ici, là, au niveau du G5 Sahel. Imaginez ce qu'on a connu avec Boko Haram. Imaginez tout ce qui s'est passé au Rwanda et autres là. Ça n'a jamais suscité une réaction. Et aujourd'hui, vous pensez que Sarkozy, le président français, qui a déclenché la guerre en Libye, qui est sorti pour faire tout ce qu'il a fait, jusqu'à l'assassinat de Kadhafi, on lui reproche quoi? D'avoir utilisé injustement de l'argent libyen pour faire la campagne. Ça veut dire qu'il n'y a aucun responsable pour les crimes de guerre qui sont passés sur le sol africain. Et personne ne peut en parler. Je pense que non, il y a une opportunité aujourd'hui qui s'offre à nous pour que les Africains, aujourd'hui, parce que nous sommes mal à l'aise dans ce que nous sommes en train de vivre avec le système des Nations Unies, si l'ONU est là vraiment en tant que parapluie mondial pour faire la paix, pour faire régner la paix, pour accélérer le développement dans le monde, elle doit s'assumer. Elle doit s'assumer et elle doit le faire sans quartier pris. Merci. Je reviendrai à vous. On va par rapport à cette thématique, Abbas. Alors, aujourd'hui, la grosse question, c'est l'issue justement de cette guerre ou opération spéciale. Oui, et Moscou appelle ça opération spéciale. C'est vrai, comme grand frère l'a dit. Chacun a sa propre vision de la guerre. Mais il y a quand même des accords qui étaient signés, les accords de Minsk II, entre la République
de l'Ukraine, la Russie, la République de Donetsk et de Lugansk pour mettre fin à la guerre à l'époque en 2014. Ouais. Donc c'était un cessez-le-feu en principe qui devrait tenir, mais en réalité ça ne tenait qu'au bout des fils. Lorsqu'on sait qu'en dépit des déclarations depuis 2014 du président Poutine vis-à-vis de l'OTAN pour dire à l'OTAN de faire attention par rapport à sa progression aux portes de la Russie. Et bien sûr, naturellement, la Russie avait raison de s'inquiéter quand on sait que, depuis 1945, il n'y a qu'un seul gendarme mondial. Et là, si à la porte de la Russie, on a en dehors des États-Unis, on a l'Europe. Ça veut dire que la Russie peut être engloutie, en fait, peut disparaître. C'était ça l'inquiétude de la Russie. Bon, heureusement, en fait, les Russes ont bossé pendant les 8 années là, après les accords de Minsk, ils ont assez bossé dangereusement. Oui, pour s'armer dangereusement. Et bon, voilà, à la fin, on a vu qu'il n'est plus possible de déclarer une guerre à l'OTAN et à la Russie, que ce soit l'OTAN ou bien les États-Unis. Il y a eu beaucoup de pourparlers pour éviter ça. Malheureusement, en fait, les pourparlers de l'Europe, c'était beaucoup plus pour attiser le feu que de prévenir même la guerre en tant que telle, quoi. Lorsqu'on voit il amasse des troupes soit en Ukraine ou à côté de l'Ukraine, dans les autres pays baltes comme la Roumanie, l'Estonie. Et on s'inquiétait par rapport à une certaine escalade, une probable escalade militaire, lorsqu'on sait que la Russie est prête à en tout cas utiliser tous les moyens pour repousser la progression de l'OTAN vers ses frontières. Et même nucléaire. Et voilà, il a fait recours, il a pris les deux sites nucléaires de l'Ukraine les plus grands au monde, c'est une grande incertitude mondiale aujourd'hui. Pratiquement tout le monde ne veut plus de la guerre avec la Russie parce que la Russie peut toucher au bouton des sites-là et puis provoquer une hécatombe mondiale. Oui, tout à fait. Donc, tout le monde s'active en fait. Et l'inquiétude, il demeure, hein, M. Abbas. Oui, l'inquiétude, il demeure quand on sait que la Russie n'a pas encore fini de bombarder l'Ukraine. Et ils amassent leurs troupes pour prendre la capitale ukrainienne. Et on ne sait pas l'issue parce que là on voit il y a des nombres qu'on balance, des nombres on dit il y a 9000 soldats russes tués. Je ne sais pas si c'est une guerre de communication. Si cela est vrai, ça veut dire que la Russie va évidemment venger tous ces morts là. Et là c'est quand même un problème. Et cette guerre, il faut le rappeler, certes c'est une guerre qui n'est pas africaine, mais c'est une guerre qui peut avoir des conséquences au niveau africain. Par rapport au Niger, grand frère a rappelé que c'est vrai, on doit condamner parce que la Charte des Nations Unies a condamné de manière péremptoire le recours illicite à la force armée de la part des acteurs en droit international. Et donc, quand un pays fait recours aux armes, normalement ça doit être condamné. Et là il se trouve que nous sommes des non-alliés. On est dans ce qu'on appelle les non-alliés. C'est vrai que ce n'est pas une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une résolution de l'Assemblée générale qui n'est pas contraignante. Mais quand bien même, moi je trouve que le Niger a pris position en votant en faveur de la résolution, alors qu'on peut, au pire des cas, même bouder la salle, comme le Burkina, le Cameroun, le Togo, et d'autres pays africains, qui ont de très bonnes relations aussi avec la France, mais qui ont pensé qu'il fallait tout simplement bouder la salle, quoi. Il y en a qui se sont abstenus, tels que le Sénégal. Et en fait, par rapport à cette question-là, de la Russie et de l'OTAN ou l'Europe et les États-Unis, il faut être raisonnable et prudent. Nous sommes dans une situation où on a un ordre mondial contesté. Je vous repasse la parole, le temps de dire à nos téléspectateurs, ceux qui veulent intervenir, qu'ils peuvent appeler au 80 90 07 80,
80 90 07 80 pour contribuer dans ce débat par rapport aux deux thématiques que nous déroulons en ce moment sur ce plateau. J'espère que la régie est prête pour ouvrir justement le micro. Allez-y, oui, vous parlez... Oui, je disais qu'on a un ordre mondial qui est contesté, on a un gendarme mondial qui est contesté, ce n'est plus les États-Unis. Et donc, il y a deux superpuissances, deux hyperpuissances. Quelles sont ces superpuissances? Il y a la Russie et les États-Unis. Okay. Et donc, je pense que devant en fait, ce dualisme d'hyperpuissance, il fallait observer une prudence. À la fin, qui est le vainqueur? Et c'est comme cela qu'il faut opérer un choix stratégique en tant qu'État. Et non tout simplement, et du reste, nous traditionnellement, on est non alignés. Ça veut dire que le mouvement de non alignés, c'est depuis 1955, c'est la conférence de Bandung, c'était aussi piloté par les Russie, l'Indonésie et tous les autres pays là aujourd'hui qui sont tiers-mondistes, qui sont constitués au niveau, qui constituent le BRICS ou le BRICS, bon voilà, y compris la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde. Et je trouve que c'est, même si on peut froisser les intérêts de notre France, mais je trouve qu'on a intérêt à être vigilant, prudent par rapport à la position qu'on doit prendre face à cette guerre. Wa alaykoum salam, allô, oui, bonjour. Salam alaikum. Oui, wa alaykoum salam, allez-y, monsieur, vous voulez intervenir? Oui, bonjour. C'est l'idée. J'aimerais intervenir dans votre débat. Oui, allez-y, monsieur, allez-y. Tout d'abord, je tiens à dire bonjour à votre invité et à vous également. Merci. Oui, et au fait, comme Abbas est en train de le dire, parce que je viens de prendre le débat. Ok. Au fait, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de repositionnement. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, cette guerre de la Russie-Ukraine, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir avec les résolutions tout récemment que la Russie a pris. On ne parle même pas de guerre en Russie aujourd'hui. On parle de opération spéciale. C'est une reconquête. Okay. C'est-à-dire c'est une reconstruction de l'ancien URSS. Okay. Donc il faut comprendre cela. Aujourd'hui, moi je dis très bien que la Russie est en bonne guerre. Elle est en bonne guerre parce que c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, c'est des pays qui savent ce qu'ils veulent. Okay. C'est pas comme nous autres pays africains, si je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut accepter que des gens vont venir s'installer sur vos frontières alors que vous savez les intentions de ces personnes-là. Donc moi, Oui, il est parti. Je pense quand même nous vous saisissons par rapport à ce que vous voulez exprimer. Si vous voulez revenir, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y revenir, oui. Donc je disais qu'on doit être extrêmement vigilant. Et le Sénégal, on l'a vu, l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, de l'Ukraine au Sénégal, il a écrit sur son compte Facebook, voilà, en fait, pour une sorte de recruter voilà, les combats des mercenaires. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam, bonjour. C'est moi qui est le réseau qui est coupé. D'accord, oui, allez-y. Oui, en fait, c'est ce que je suis en train de dire, parce que c'est un repositionnement, au fait, en ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que cette guerre, c'est pour rééquilibrer, si je peux utiliser le terme, la géopolitique mondiale. Un problème de réseau, un problème rééquilibrer la géopolitique mondiale. Vous saisissez justement l'intention. Oui, tout à fait. Oui, rééquilibrer la géopolitique mondiale. Bon, en fait, oui, selon lui, il faut rééquilibrer la géopolitique mondiale, mais je suis aussi parfaitement d'accord avec lui. Un peu l'opportunité dont... Oui, tout à l'heure, quand je disais maintenant, on a des hyperpuissances mondiales. Sinon, une hyperpuissance mondiale, peut-être la Russie seulement, parce que avec ce qu'on est en train de constater, on est presque à 100% assuré qu'on a une seule Allô, oui, bonjour. Puissance mondiale militaire. On va vous laisser intervenir, oui, allez-y. D'accord. C'est pour revenir sur la libération des terroristes. Oui, la libération des terroristes, donc, ok. C'est juste une façon de marquer les moyens. Le fait de libérer les terroristes, c'est une façon d'alimenter encore les terroristes. Ok, en quel sens, allez-y? Il faut comprendre des terroristes qui, avant les soldats, les arrêtent même. Les soldats ont été...
Qu'est-ce qui se passe? C'est à notre niveau ou à leur niveau? Je ne sais pas. Je pense que c'est à leur niveau ou... Ok, on va aller. Donc j'ai fini pour dire que Poutine a voulu faire cette guerre pour éviter la guerre. Merci. Poutine a voulu de cette guerre pour éviter la guerre. Oui. La guerre... La guerre avec l'OTAN, avec les États-Unis, avec tout le monde, quoi. Parce que, alors, s'il n'a pas fait cette guerre-là, il risquerait de faire la guerre avec tout le monde ou de voir la Russie disparaître complètement. Oui, mais est-ce qu'on ne serait pas sur cette voie, M. Abbas? Parce que... Pour le moment, je ne pense pas. Parce que pour le moment, déjà, c'est ça aussi, il y a le principe de la surprise. En stratégie, même si par ailleurs déjà les États-Unis savaient que le président russe allait attaquer l'Ukraine, même si les autres dirigeants européens n'avaient pas cru, ils pensaient que les États-Unis étaient juste en train d'alarmer, mais quand même avec c'est lui qui sait comment on prépare les troupes, comment on organise une attaque, comment on fait des incursions. Alors tout était prêt pour que la Russie attaque l'Ukraine. Et là, il est en train de siéger l'Ukraine. Il va siéger l'Ukraine, il y aura des incursions et puis il y aura une occupation. C'est fini. Et je pense qu'il aura fini la guerre complètement avec après avoir occupé l'Ukraine. Il siège, il fait des incursions et il occupe. D'accord. Vous pensez que si jamais Poutine en arrive là, ce serait la fin de ce conflit Oh, Djibo, moi je pense que vraiment c'est comme l'intervenant qui l'a dit, c'est une reconquête. Imaginez aujourd'hui, en dépit de tout ce que les médias occidentaux sont en train de nous faire ingurgiter et consommer, mais imaginez que d'abord la Kiev... Allô, oui, bonjour. Alors oui, bonjour. Oui, monsieur, vous voulez intervenir, allez-y, oui. Oui, effectivement. Donc, je peux intervenir sur les deux thèmes. Oui, allez-y, oui, bien sûr. Premièrement, concernant la libération des terroristes. Ok. Moi, je trouve que vraiment, ce n'est pas une façon de chercher la paix, mais c'est une façon d'alimenter encore les terroristes. Ok. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes peuvent tuer des pères, des familles, des enfants, des gens. Et on vient, on les libère. Pour dire qu'on cherche la paix, je pense qu'on ne cherche pas la paix parce que sous Tenja n'a pas fait ça. Tenja n'a jamais négocié avec les rebelles. Okay. C'est les rebelles eux-mêmes qui sont venus envers l'État, envers le gouvernement. Mais quand c'est le gouvernement qui se retourne encore pour aller négocier les terroristes, pour dire que non, maintenant on veut la paix, ils vont se... Non, le diable ne va jamais devenir un ange. Ok. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Il n'y a pas de repentance, il ne peut pas y avoir de repentance. Oui. Maintenant, concernant l'affaire de Poutine, aujourd'hui on a vu l'ambassadeur du Niger aux Nations Unies en train de faire ce charabia pour condamner la guerre. Mais il va condamner la guerre pourquoi? Est-ce que lui-même il sait pourquoi Poutine est en train de faire la guerre? Tout le monde sait que c'est une bonne guerre que Poutine est en train de faire. Imagine aujourd'hui en Ukraine, les Africains commencent à souffrir. Comment les Ghanéens sont en train de souffrir? Les jeunes du Nigeria, comment ils sont en train de souffrir là-bas? Est-ce que nous, aujourd'hui, on va venir encourager l'Ukraine? Soyez humains, s'il vous plaît. Soyez humains, soyez raisonnables. D'accord. Il ne faut pas viser des intérêts mesquins, venir à la télé, dire n'importe quoi, parce qu'on vous écoute, vous pensez que vous êtes plus malin que tout le monde. Non, c'est pas ça, c'est les occasions, c'est les opportunités, c'est tout. C'est une question d'idée, d'opinion, monsieur. Oui, on respecte les opinions de tout le monde, oui. Quand l'ambassadeur de l'Union aux Nations Unies part là-bas, dire n'importe quoi, condamner Poutine, même Poutine, c'est tout de même la position de votre pays, une position de votre pays. Elle vous engage aussi. Ce n'est pas une position de notre pays, c'est une position de notre ambassadeur, pas de notre pays. D'accord. Aujourd'hui, tous les Nigériens de leur font ce que Poutine vient même au Niger. D'accord. Pour nous coloniser, parce que nous, on en a marre de la France. D'accord. Non, mais qu'ils viennent en partenaire, pas en colonisateur. L'ambassadeur, elle a dit la position du Niger. D'accord. Merci pour votre contribution. Merci. Alors, vous voyez donc, Djibo, et les réactions, des gens par rapport à ça. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer là-bas, je l'ai dit, est en train de nous révéler énormément de choses. Parce que, voilà l'Occident, Zelensky a été poussé.
Il a été poussé parce qu'il pensait... Il a été poussé par qui? Par l'OTAN? Par l'OTAN. Okay. Par l'Occident. Il a été poussé et il était sûr, au vu des investissements qui ont été faits chez lui, il allait avoir peut-être le soutien. Il allait avoir le soutien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Dès que la guerre a été déclenchée, d'abord, Poutine a encerclé sur plus de 67 km Kiev. Et regardez, il n'y a aucune ville qui est en train de résister face à la puissance russe. En dehors de Kiev. En dehors de ce que Abbas a dit, on annonce des milliers de morts, tout ça, on sait que c'est de la com. Parce que quelqu'un qui maîtrise une telle situation, toutes les villes sont en train de tomber une à une, et il n'est pas pressé. Il encercle et il ouvre les négociations. Contrairement effectivement à mon frère qui avait dit qu'il n'y a pas à négocier, Tange n'a pas négocié. Non, tu ne sais pas ce que Tange a fait. Il y en a qui sont là, que Tange a envoyé partout pour négocier. Toute guerre, toute rébellion doit finir sur une table de négociation. Effectivement, c'est ça, absolument. Il faut toujours négocier. Il faut ouvrir la porte. Aujourd'hui, Poutine est en train de faire des opérations chirurgicales. Et pendant que l'OTAN est en train de dire qu'elle prend des sanctions contre la Russie, imaginez que tous les investissements qui ont été faits en Ukraine, c'est ça que Poutine est en train de détruire. Tout à fait. Des laboratoires, des trucs, des investissements, tout ça, c'est ça qu'ils sont en train de détruire. Et ils n'attaquent que des infrastructures militaires, renseignements et autres. Donc aujourd'hui, je pense que Poutine, je suis d'accord avec l'autre intervenant, c'est une reconquête. Mais maintenant, ce qui est en train d'être déballé à la face du monde, imaginez que automatiquement, la France annonce qu'elle va rehausser son budget d'armement, de défense. Automatiquement, les autres pays, l'Italie et autres, la Pologne, tout ça, tout le monde. Mais en réalité, ce n'est pas pour se préparer pour la guerre. Vous voyez, lorsqu'ils ont poussé Zelensky, maintenant tous les médias occidentaux louent le courage et la résistance de Zelensky. Pendant qu'il est à terre, et des millions d'Ukrainiens sont en train de vouloir fuir. Et on empêche à tous les braves valides de quitter. Ils veulent tous quitter parce que c'est une guerre vraiment où ils ne peuvent rien faire contre la Russie. Tout le monde le sait. Et lorsqu'on demande à Israël, Israël dit, mais pourquoi vous ne partez pas faire la guerre? La France dit que nous, on n'est pas là pour faire la guerre. L'Amérique dit, et l'Amérique, regardez, les États-Unis, ils renforcent la position de l'Europe. Heureusement que cette fois-ci, les Européens ont compris sous la conduite de Macron. Eux aussi, comme les Américains, ils poussent un peu, mais ils disent que nous ne sommes pas là pour faire la guerre contre la Russie. Parce que ce n'est pas sur le théâtre américain. Et les Américains poussent, ils disent qu'ils sont prêts à tout donner aux Européens pour sécuriser donc l'Ukraine. Ça veut dire quoi? En multipliant le budget de la défense, dans tous les cas, la guerre, il y a des gens toujours qui vont utiliser les armes. Et on va vous vendre les armes. Et c'est pour ça qu'il faut négocier. Même nous ici, là, djihadisme et consorts là, si nous avons d'autres voies, parce que en alimentant le foyer, cette guerre-là, elle n'est pas menée en Europe, elle n'est pas menée en Amérique, ni en Asie. Ceux qui la font, c'est eux qui fabriquent des armes et c'est eux qui nous vendent des armes. Au lieu de faire l'école, au lieu d'aller cultiver nos champs, nous allons continuer, soit disant que nous devons défendre. L'intérêt qu'elle finisse absolument, mais aujourd'hui, tout le monde est en train d'accuser le président Bazoum. Il faut défendre la sécurité. La sécurité, il faut acheter des armes. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour qu'on achète des armes. Mais beaucoup ne sont pas prêts pour qu'on fasse la paix. S'il n'y a pas de guerre, pourquoi nous allons acheter des armes? La guerre nous coûte combien de milliards par jour aujourd'hui au Niger? Et imaginez, en rehaussant le budget de la défense de tous ces États-là, c'est pas pour aller faire la guerre en Ukraine. Non, c'est pas pour qu'ils engagent l'Europe en guerre ou qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Non, c'est pour continuer comme ils l'ont fait à Zelensky. Vous avez vu, l'Allemagne directement a dit que au nom de l'OTAN, elle va donner combien de milliards d'euros d'armes? Mais aucun Allemagne n'ira faire la guerre là-bas. Ça veut dire qu'ils vont prendre ces armes. L'Allemagne sait comment déjà elle va se débarrasser des armes qu'elle a déjà fabriquées et elle va les troquer. Et maintenant, la France aussi va amener des armes. Qui va utiliser les armes? C'est les Ukrainiens à qui on empêche de faire la paix et de fuir leur pays. Et à Zelensky, on lui dit non, continue, courage, à tenir bon, tu tiens bon, tu as un cœur d'homme. Jusqu'à quand continue à prendre les armes et il va acheter des armes. Et les minéraux et les ressources qu'ils sont en train de puiser actuellement de l'Ukraine. Et ces ressources, effectivement, vont servir à compenser. Quand il y a eu la guerre qu'on a imposée à Libye, on n'a pas dit que c'était pour défendre les Libyens, mais pour défendre après. Vous avez vu, on a dit que on prend, chacun a fait son ardoise. Qu'il a utilisé combien de cartouches, combien de MiG, combien d'avions sont détruits, combien de soldats. Chacun a fait sa facture et ils ont dévalisé toutes les banques de la Libye. On a pris tout le pétrole de la Libye. On a pris tout l'or
qui étaient là-bas comme réserve de la Libye. Et l'argent d'investissement du peuple libyen, parce que Kadhafi n'a pas placé un seul franc pour lui à l'extérieur. C'est pour la Libye, il n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, même dans la com, imaginez que dès qu'on a commencé la guerre, parce qu'on se joue de l'opinion africaine, on nous dit que les comptes vont être gelés et de Poutine et de tous les oligarques. Les comptes de tous les dirigeants. Mais quels dirigeants? Tu penses que Poutine a besoin d'avoir un compte en Europe ou en Suisse ou quelque part comme ça? Non, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se méprendre vraiment de la planète et du monde. Et maintenant, ce que j'ai trouvé comme fallacieux, imaginez que pendant qu'il y avait la famine, pendant qu'on ne payait pas les salaires, regardez comment la FIFA a investi des milliards qui faisaient non seulement le budget du Mali, du Burkina Faso et du Niger réunis, on a investi ça pour faire la CAN ici, à côté. Et maintenant, on dit que non, le sport, il faut le mettre en dehors, parce que l'olympisme, il prévaut sur tout, c'est ça qui fait la paix dans le monde, il faut protéger les sportifs. Mais imaginez aujourd'hui, à contre-courant, comment on est en train d'extirper, d'expulser tous les sportifs aujourd'hui russes des compétitions internationales, empêcher la compétition alors que... Mais donc vraiment il y a un mensonge. Je pense que si on parle des questions financières, si on parle des questions de la libre circulation des navires russes et autres, mais lorsqu'on attaque la question sportive, ça veut dire que prochainement c'est des enfants russes qui étudient dans certaines universités qui vont tous être expulsés. Merci. C'est des enfants russes qui sont en train d'être dans des synagogues ou dans des églises ou des mosquées en train de prier en Europe qu'on va expulser pour dire qu'ils ne vont plus prier là-bas. Donc je pense que le monde aujourd'hui vit la pire de ces crises. En fait, les crises vraiment par rapport aux mœurs, par rapport à l'éthique. Et aujourd'hui, je pense que c'est à ce niveau que nous, aujourd'hui Africains, nous devons un peu nous mirer pour nous donner une autre raison, pour nous dire qu'en réalité, tout ce par rapport à quoi on nous a mobilisés jusque-là, tout ce par rapport à quoi on veut entretenir la guerre chez nous, tout ce par rapport à quoi on pense que Jibo doit être mon ennemi, et Abbas doit être l'ennemi de Kassoum, je pense que ça là, il faut que nous nous arrêtons. Ceux qui fabriquent les armes là, c'est eux et ils ne veulent pas la guerre chez eux. C'est chez nous, nous allons utiliser les armes. On va toujours faire. Est-ce que tu as une fois entendu société civile en France? Tu as une fois entendu parler de société civile en France? Il n'y a pas de société civile en France. Tu as entendu société civile en Amérique? Jamais. Et pourquoi? Il n'y a pas de société civile. Moi, j'étais le premier coordinateur de la société civile CDSN ici au Niger. Je me suis pavané dans le monde. J'ai rencontré des acteurs syndicalistes, des gens des ONG, des associations des retraités, des manipulateurs de ceci, de cela, des trucs des médias. Mais je n'ai jamais vu l'organisation de la société civile. Ici, parce que cette société civile-là, qu'on veut faire, qu'on veut financer, et cette société civile, c'est pour l'utiliser encore, toujours pour entretenir le foyer de tension, pour que les gens viennent encore. Mais effectivement, parce qu'un chef d'État africain avait répondu à une question, on lui dit, mais pourquoi vous avez peur de l'Europe? Il dit, c'est pas l'Europe que nous avons peur, mais c'est de vous que nous avons peur. Parce que c'est par vous que l'Europe passe toujours pour nous empêcher d'avoir des politiques propres à nous pour affronter des vraies questions de développement. Merci. Parce que dès que nous nous opposons à leur truc, ils vous utilisent pour occuper les rues, pour brûler les pneus, pour venir nous empêcher de faire fonctionner les côtes, de faire fonctionner les transports et autres. Et finalement, ils viennent encore, c'est par vous qu'on passe pour dire encore à l'armée que le contexte maintenant est rempli, il est clair, vous pouvez passer à l'action, il faut changer ce régime, il ne tient plus. Et encore, on vient, on valide des coups d'État. Et on vient. Donc, il y a un véritable problème aujourd'hui. Et la question de l'Ukraine devrait être un miroir pour les Africains, pour que nous puissions réfléchir et changer de mentalité. Merci. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent encore appeler. Nous sommes dans votre temps, ils sont dans leur temps. J'espère que la régie n'a pas fermé le micro. C'est le 80-90 0780. 80-90 0780 Abbas. Réaction par rapport aux propos de certains intervenants. Oui, allez-y. Oui, et je voudrais parler de là où Grand Frère s'est arrêté en disant que, en fait, nous sommes une sorte de marché, quoi. Si vous voulez, les gens, ils fabriquent des armes, mais il faut qu'ils créent un marché. Et créer un marché, là, c'est créer des conflits. Pour ces armes-là, pour ces armes. Par exemple, le professeur Tijana Alou, pour le paraphraser, en fait, il parlait de dynamique de police-transfert pour montrer comment est-ce que l'Afrique est devenue un terrain d'expérimentation, un terrain de test. On conçoit les politiques publiques ailleurs, mais on vient en Afrique pour les tester.
Et c'est la même chose, quoi. Quand on fabrique des armes quelque part, il faut créer des conflits quelque part. Et le conflit, c'est potentiellement en Afrique. Et c'est pourquoi on fait face à des conflits de tout genre, que ce soit le terrorisme, les crises, les guerres civiles, surtout vers le Grand Lac, où on a toujours des problèmes. Dès que vous ouvrez RFI, c'est toujours RDC, c'est toujours Centrafrique. Et c'est comme cela, mais il faut qu'ils créent ça, quoi. Il faut qu'ils créent ces conflits-là. Et ça ne va jamais finir. Dès que nous ne saisissons pas en fait, l'opportunité de nous démarquer et véritablement de nous affirmer en tant que nation indépendante. Je parle des nations africaines d'une manière générale. Et je voudrais revenir maintenant sur la question concrètement de l'Ukraine et de la Russie. On a vu, il a parlé du rehaussement des budgets de la défense de pratiquement tous les pays de l'Union européenne et spécialement l'Allemagne. C'est ce qui fait peur même, où l'Allemagne, depuis la Seconde Guerre mondiale, ne s'intéressait plus à ces questions-là de nucléaire, des militaires. Maintenant, avec ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, et même si c'était prévisible, Macron parlait de la mort cérébrale de l'OTAN. Et évidemment, il fallait maintenant qu'il s'investisse pour rehausser le budget de la défense, pour se préparer. Parce que là, même si ce n'est pas la Russie qui le fera prochainement, peut-être c'est un autre pays de l'Union européenne qui sera très très fort. Et au nom de son intérêt national défini en termes de puissance, peut estimer légitime d'agresser un autre pays. Par exemple, le Niger peut agresser un de ses voisins tant que notre intérêt national le commande. C'est aussi ça la politique étrangère d'un pays. Tout est fonction des priorités internes du pays. Si aujourd'hui nous avons intérêt à annexer le Bénin ou le Malanville par exemple, ou Setanga du côté de Burkina, mais on le fera. Et quand vous prenez l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, c'est comme Difa et Maiduguri. C'est comme, vous voyez, la plus grande concentration de Kanuri aujourd'hui en Afrique, c'est au Nigeria. Si vous enlevez par exemple, Difa peut faire sécession et devenir une république, mais Difa restera historiquement en principe lié, par exemple, à l'état de Maiduguri, qui est un état totalement Kanuri. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est à peu près la même situation que la Russie. Par exemple, si Difa dit qu'elle va avoir des relations avec le Tchad, ça va être un problème pour Maiduguri qui considère que c'est comme une sorte de couteau dans son dos, quoi. Quand on va amener quelqu'un qui n'est pas du sien pour partager des relations historiques, socio-culturelles avec quelqu'un qui était du sien. Ce n'est pas évident. Et c'est la même chose. Donc, la Russie a tout son droit de contrecarrer, en tout cas, ou de bloquer, par exemple, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et la Russie voulait défendre surtout les russophones. Donc, ceux qui ont fait sécession, la République de Donbass et de Luhansk, c'est eux que la Russie est en train de défendre. La Russie dit elle protège les peuples russes et des nazis. Donc les nazis, c'est les Zelensky. Et on a vu comment l'Union européenne est en train d'encourager ces peuples-là au suicide en disant qu'il faut rester, vous êtes un peuple courageux, il faut... mais le président ukrainien n'est plus fou, il a compris par la suite qu'il faut maintenant dialoguer avec Moscou. Et elle a dit hier... en disant... Et il le dit expressement, ce serait la seule voie. Elle a dit à l'OTAN hier, il y a eu une réunion d'urgence et que l'OTAN a dit engager une guerre contre... amener des troupes... elle a demandé une exclusion aérienne en fait en Ukraine pour empêcher à ce que les avions russes bombardent les peuples ukrainiens. Mais tout l'OTAN, plus les États-Unis ont dit qu'il n'est pas possible parce que ce serait déclencher une guerre à la Russie. Mais elle a dit si déjà à partir de là, tout celui qui mourra, c'est parce que la mort maintenant de tout ce qui arrivera à l'Ukraine, en fait c'est comme si l'OTAN est complice, sera complice. Donc il accuse même l'OTAN de la complicité parce qu'il dit que l'OTAN est complice des bombardements actuels sur la Russie. Donc vraiment il est en train de comprendre que maintenant elle a été poussée, et c'est ce que Vladimir Poutine a voulu éviter pour lui, de faire trop attention avec l'OTAN. L'Europe ce n'est pas un partenaire, c'est moi le partenaire de l'Ukraine. L'Ukraine était de l'URSS, il faut revenir à la maison. C'était ça le dialogue, mais
il n'a pas compris, il a pensé qu'il est assez fort, avec les balais diplomatiques, les discours de l'OTAN, les discours qu'on pensait aller va-t-en-guerre des pays membres de l'Europe, plus la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il pensait que, même en cas de guerre, il est assez fort pour réagir. C'est ce qu'il a dit même aux premières heures. Il dit que l'Ukraine est assez forte pour réagir à l'agression russe. Donc, il n'a pas besoin de forces militaires OTAN ou états-uniennes en Ukraine. Seules les forces russes et ukrainiennes peuvent faire face à l'agression russe. À la preuve des faits, il se rend compte que ce n'est pas possible. Merci, M. Abbas. Merci, M. Kassoum. Nous sommes une minute. Pour effectivement racheter, mais Abbas, moi, je l'ai même dit dans un groupe WhatsApp qu'on a allumé, j'ai dit, mais moi, si j'étais Zelensky, le président ukrainien, dès le 4e jour, après les annonces de la France, de l'Allemagne d'envoyer des armes et de l'Amérique qui avait dit qu'il est hors de question d'aller en guerre contre la Russie, mais moi, si j'étais Zelensky, j'ai dit, je prenais non seulement mon gouvernement, et je prends encore mon chef d'état-major, et directement on prend notre avion, on va à Moscou. On va dire à Poutine, enfin nous avons compris. Enfin nous avons compris. Mais effectivement c'est ça. Mais il a déjà signé l'acte d'adhésion à l'OTAN, à l'Union européenne. Lui il a signé, c'est une demande. Et ils savent bien qu'il y a des procédures qu'il faut faire même pour intégrer l'Europe. Vous avez vu comment il a fallu que Erdogan arrive au pouvoir pour dire qu'ils ne sont même pas pressés, n'ont même pas besoin de rentrer dans l'Europe. Les procédures telles qu'elles sont faites, c'est vraiment tout un... Mais aujourd'hui, il y a une autre question qui se pose. Voilà l'Europe qui dit et l'Occident qui a pris des mesures, des sanctions qui ont été toutes applaudies. Mais aujourd'hui, vous avez vu la flambée des prix du maïs, du blé, des huiles, du pétrole. C'est-à-dire les produits de première nécessité. Et je suis sûr, même si ici au Niger encore nous sommes en train de pleurnicher en Afrique, mais ces produits ils auront une répercussion. Parce qu'actuellement, quand on voit la flambée, et vous avez vu par rapport à la question du gaz et du pétrole, c'est la Chine qui est venue avant-hier. Directement, elle dit que le projet là, Gazprom là, par rapport à l'Allemagne, Nord Stream 2. Voilà, Nord Stream 2 là, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin, la Chine a dit qu'elle prend tout. On va conclure. Donc aujourd'hui, pour conclure, c'est pour dire qu'aujourd'hui par rapport au premier thème, moi je pense que les Abbas, vous là, nous autres là, nous devons tous partir autour du président de la République, faire la Sainte Alliance. Et au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas un débat de je soutiens X, Y, c'est de voir maintenant quels sont les avantages et les intérêts que le Niger peut tirer de ça. Merci, chers invités, chers téléspectateurs, merci. Nous sommes à la fin de ce débat de la 3. Deux sujets l'ont constitué. Le premier, c'est bien cette polémique autour de la gestion de la sécurité dans notre pays, née de la conférence, les idées qui sont venues de la conférence de cadre animée par le président de la République et qui continue à faire polémique. Vous avez entendu nos intervenants sur ce plateau et même ceux qui ont pu appeler. Et l'actualité internationale autour de l'invasion russe en République ukrainienne. Merci de l'avoir suivi. Ce serait à la prochaine.